Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Cyril Adam. 23 septembre 2024 à Nîmes, c'est un procès peu ordinaire qui s'ouvre devant la cour criminelle du Gard. Celui d'un homme qui se fait appeler Loup Blanc. Tout commence dans le midi de la France, non loin de Montauban, au château de Granès. Un magnifique pavillon de chasse situé au cœur d'un vaste et beau domaine. Bienvenue au château, c'est un monument classé monument historique. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un monument qui date du 19e et c'est une immense bâtisse, un endroit majestueux. Il y a un parc de 40 hectares autour. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et c'est véritablement un endroit très privilégié. C'est dans ce décor somptueux que Cyril Adam anime depuis plus de 20 ans des stages d'éveil spirituel basés sur la méditation. Il s'intéresse à tout ce qui se fait en matière de bien-être, de méditation, d'épanouissement personnel. Il vous vend toute une formation qui vous permet d'aller mieux. Il y a vraiment de quoi faire des séminaires qui ont l'air plutôt sympas. Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Dans ce cadre assez idyllique. Au château de Granès, le temps d'un week-end ou d'une semaine, Cyril Adam propose une vraie déconnexion. Son credo, trouver le bonheur en se reliant à la nature et à soi-même, comme il le précise sur les réseaux sociaux où il compte des milliers d'abonnés. En voici un extrait. Quand tu es dans la forêt et tu médites, tu vois la paix qui t'envahit, la sérénité, tu te recharges. Ils sont des centaines venus de toute la France à suivre les enseignements de Cyril Adam. 3 adeptes que nous appellerons Caroline, Alice et Patrick ont accepté de témoigner de leur vécu sous couvert d'anonymat. Nous sommes en 2012. Caroline a 33 ans et sur les conseils de sa mère, qui connaît bien Cyril Adam, elle décide de s'inscrire à un stage. Elle est alors cadre dans la fonction publique et mère de 2 jeunes enfants. Et elle se sent submergée par son quotidien. Moi, je suis une jeune mère et dans mon couple, en fait, je me sens peu, voire pas du tout épaulée au quotidien et je ressens une charge très très lourde sur mes épaules. Caroline, victime. Donc j'espère trouver des outils pour améliorer ma situation générale. Caroline se rend donc au château de Granès dans l'espoir d'aller mieux, sans se douter que cette décision va bouleverser sa vie. 12 ans plus tard, elle se souvient encore de son premier contact avec Cyril Adam.
Je reste complètement subjuguée par cette rencontre. Je suis très impressionnée par les cérémoniales quand il arrive en chaman, avec ses plumes, avec le calumet de la paix, avec ses danses. Je me dis, mais c'est incroyable. J'ai la chance d'avoir été acceptée dans cette communauté, avec cet homme qui est très grand, très bon, très sage. Cyril Adam est un personnage effectivement assez charismatique. Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles. Qui exerce une forme de magnétisme assez immédiat sur les personnes qui peuvent le rencontrer. On le voit avec des plumes et, j'allais dire, tout ce qui va avec. Il joue de la flûte, il joue du tambour. Loup Blanc, il a son costume. Ce folklore, pour les nouveaux venus, c'est assez saisissant. On est loin des séjours de méditation qu'ils imaginaient plus austères. Alice a 34 ans lorsqu'elle rencontre Loup Blanc pour la première fois en 2019. Et elle aussi tombe aussitôt sous le charme du chaman. Ah, mais c'est quelqu'un de très sympathique, très original, vraiment hors du commun. Alice, victime. Avec son déguisement, son sourire, charmeur, très charmeur. Je suis restée très marquée par cette approche vraiment très amicale. Alice est ravie. Ce guide spirituel qu'on lui a conseillé a l'air incroyable. C'est exactement ce qu'elle cherchait. Esthéticienne et masseuse dans de grands palaces parisiens, sa clientèle est exigeante. Grâce à Loup Blanc, elle espère se ressourcer. Et ça marche. Je suis émerveillée. Je me sens vraiment pleinement épanouie. Et puis il y a tous les voyages intérieurs qui sont magnifiques. Quand on médite pendant des heures, c'est un peu comme si on avait fait une détox, vous voyez, émotionnelle, psychologique. Pour Patrick, tout commence en 1994 via un ami proche de Cyril Adam qui lui en a dit le plus grand bien. Curieux, Patrick décide de rencontrer le fameux guide. Il a 21 ans et c'est le début d'une aventure qui va durer un quart de siècle. Je vais découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout. Patrick, victime. Tout le monde s'aime, tout le monde a le sourire, tout le monde semble heureux. Tout cet amour qui circule pour Patrick, c'est un déclic. Aux côtés de Cyril Adam, il pense enfin avoir trouvé ce qui lui manquait. J'ai vu en lui le père que je n'ai pas eu. Et je pense que ça a été déterminant. Patrick décide de rejoindre le mouvement. C'est là qu'il va rencontrer sa femme et y passer une partie de sa vie. Subjugués par ce guide spirituel hors du commun, Alice, Caroline et Patrick vont fréquenter assidûment ces stages pendant des années, comme beaucoup d'autres. Car au-delà du folklore et du costume, Loup Blanc revendique aussi des pouvoirs incroyables. J'ai rencontré des adeptes qui expliquent que c'est vraiment un mage blanc. Cyril Adam, il est dans la droite ligne du chamanisme, le chaman étant un personnage qui dit être en connexion avec Dieu, qui a un pouvoir extraordinaire, surnaturel. Il peut communiquer avec les animaux, il a le don de l'orage, de la pluie, d'être en osmose, en harmonie avec la nature. C'est un super-héros. Cyril Adam n'est pas seulement chaman, il se prend carrément pour l'envoyé de Dieu sur Terre. Voilà comment il se présente sur les réseaux sociaux. Sois en paix et sache que je suis Dieu. Sois en paix et sache. Et pour en convaincre ses fidèles, il n'hésite pas à se mettre en scène.
C'était un de ses rituels préférés. Il faisait produire un pain et un vin. Et en fait, il donnait le pain et le vin comme Jésus le faisait. Donc on attendait, on passait les uns après les autres. Et ça, c'était un moment extraordinaire. Le plus impressionnant, en fait, c'était sur les cérémonies où il jouait du tambour. Des cérémonies parfois filmées et publiées sur ses réseaux sociaux, comme cette danse surprenante baptisée la danse du Condor pour la montagne sacrée des ancêtres en Mongolie. Et là, en jouant du tambour, il y avait une montée de l'énergie. Imaginez 80-100 personnes, voilà, tout le monde danse très fort. Le tambour, il y a quelque chose d'assez excitant. Première fois de ma vie que j'entends des cris, des pleurs, des gens qui sont par terre. C'est des sortes de transes que je n'avais jamais vues. Il y a des gens qui se prennent pour des animaux, par exemple. Il y avait une personne, elle se prenait pour une grenouille, un autre qui faisait la danse d'un oiseau, comme si on était possédé. Et ça, moi-même, je l'ai vécu, ça. Cet état second, c'est de la transe chamanique, une pratique tout à fait légale en France. Elle a même fait l'objet d'un documentaire pour le moins étonnant, diffusé au Centre Pompidou à Paris en 2014, avec comme personnage principal Cyril Adam lui-même. Faut pas croire que je suis un humain. Faux. Je suis 100% loup. Je transforme l'ADN, je renvoie le message, c'est-à-dire ciel-terre en harmonie. Je rentre pas dans les gens, je leur dis pas fais ceci, fais cela. C'est le rythme qui rentre. Et c'est ce qui amène la trance-danse. Grâce à ses pouvoirs divins, Loup Blanc promet à ses élèves un vrai lâcher-prise, loin des carcans de leur quotidien et de la société. Pour Caroline, toutes ces cérémonies et ces initiations spirituelles, c'est une révélation. Elle est arrivée chez Loup Blanc épuisée par sa vie, elle en ressort transformée. Il y a vraiment un sentiment de puissance, en fait, que je ressens, moi, en sortant de là. Je me sens forte. Tout ça, ça va participer un peu à la légende et au mythe de Cyril Adam, doublé d'une très forte personnalité et d'une grande autorité qui impressionne. Nous sommes en 2020. Loup Blanc compte désormais des centaines de fidèles. Certains suivent ses enseignements depuis plus de 20 ans. Il édite aussi des livres et compose de la musique qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. C'est un guide spirituel reconnu dans les milieux ésotériques. Mais un jour, tout va basculer. Septembre 2020. Un signalement inquiétant arrive au parquet de Nîmes. Il provient de la Miviludes, la mission interministérielle qui lutte contre les sectes. 5 femmes et 2 hommes viennent de dénoncer leur ancien mentor, Cyril Adam. Ils l'accusent de viol et d'abus de faiblesse. Immédiatement, une enquête est ouverte. Elle est confiée à la gendarmerie avec le renfort d'une division unique en France, un groupe d'enquêteurs formé à la traque des gourous et spécialisé en emprise sectaire. Ils décident donc de se pencher sur l'activité de ce guide spirituel dénoncé par des adeptes. Sur Internet, ils découvrent que Cyril Adam est à la tête d'un mouvement qui s'appelle le chamanisme de l'origine. Le chamanisme de l'origine, c'est un peu une idée de génie. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire, c'est un fourre-tout idéologique. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Vous vous intéressez au taoïsme, vous en avez. Vous vous intéressez à l'hindouisme, vous en avez. Vous vous intéressez au bouddhisme, vous en avez. C'est comme les grands magasins, on trouve de tout chez Cyril Adam. Il va créer de toutes pièces une religion, celle de Cyril Adam. Et le chef, le patron, le big boss, c'est lui. Son site internet est certes un peu pittoresque, mais a priori, rien de suspect.
Pourtant, en creusant un peu, les enquêteurs vont faire quelques découvertes intéressantes. Les gendarmes se rendent compte qu'il y a une sorte de discours complotiste. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Un peu derrière ce vernis ésotérique, quasiment paranormal. C'est-à-dire, il y a d'une part le mouvement de loup blanc, et à l'extérieur, c'est horrible. Tout au long de ces 26 années, j'ai toujours entendu les médecins vous veulent du mal, les politiques, le gouvernement ne vous aiment pas, il en veut qu'à votre argent. Attention au vaccin, c'est pas bon. Rentrer dans son mouvement permet de se protéger de cette agression extérieure. Laurent Layé, psychiatre. À l'intérieur du mouvement, on est protégé. On trouve là un des piliers des mouvements sectaires. La vérité, c'est Cyril Adam qui la donne. Personne d'autre. Qui se cache derrière ce chaman complotiste ? Les enquêteurs décident de se pencher sur sa vie. Ils veulent en savoir plus sur cet homme intrigant. Pour Cyril Adam, l'aventure commence en 1980. Il a 29 ans. C'est un artiste autodidacte qui colle à son époque et qui s'intéresse très vite à la spiritualité. Nous sommes alors en pleine période New Age et Cyril Adam s'engouffre dans ce courant pour parcourir le monde. Cyril Adam, c'est un globe-trotter. C'est-à-dire qu'il a fait pratiquement toute la planète. Il est allé au Tibet, il est allé en Chine. Il a brassé des tas de cultures. À chaque fois qu'il fait un voyage, il s'intéresse à la spiritualité du pays et il emmagasine tout ça. Très vite, Cyril Adam donne des conférences pour diffuser sa philosophie, c'est-à-dire celle qu'il sait fabriquer tout seul. Et il va très loin dans son discours. Ils vont découvrir des choses proprement hallucinantes, les enquêteurs, notamment qu'il aurait reçu le fantôme de Sitting Bull, le grand chef indien, qu'il aurait parlé avec lui depuis l'au-delà. C'est Sitting Bull qui est venu lui dire tu es en fait le descendant d'un chef indien. Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Qui sera loup blanc. Il dit aussi qu'il serait la réincarnation d'un ancien roi d'Écosse du Moyen-Âge, ce genre de choses. Donc c'est un peu le génie cosmoplanétaire qui serait venu sur Terre pour nous donner tous la vérité. Pour les enquêteurs, Loup Blanc a tout l'air d'un guide spirituel complètement bricolé. Mais est-il juste un illuminé qui croit en ses super-pouvoirs ou un manipulateur qui dupe ses adeptes ? La suite va leur donner un début de réponse, car ils découvrent qu'il était déjà dans le viseur de la justice dans les années 90. À l'époque, Cyril Adam officie en Normandie sous couvert d'une association nommée Harmonia. Les sectes reviennent sous les feux de l'actualité. L'Orne a aussi la sienne, une association déguisée qui s'appelle Harmonia, avec, vous allez le voir, odeur d'argent et un gourou totalement garanti. En 89, j'ai reçu la lumière qui est descendue, l'Esprit Saint, et c'est cet esprit, cette Kundalini éveillée, qui a permis que Harmonia puisse se répandre maintenant. Donc il ne vient pas de nulle part, si vous voulez. Il a déjà des casseroles antérieures. Le décorum, les accusations de violences sexuelles et de viol, plus les signalements qui avaient été faits, même si ça n'avait pas débouché sur des poursuites, tout ça dans la tête des enquêteurs, ça commence à faire beaucoup. À l'époque,
Cyril Adam n'a pas été inquiété, mais à la suite de ce signalement, les enquêteurs découvrent qu'il a dissous Harmonia pour créer quelques années plus tard le chamanisme de l'origine. Cyril Adam cherche-t-il à masquer ses activités? Et pour quelles raisons? Pour les gendarmes, la manœuvre paraît suspecte. Ils décident d'entendre les plaignants et d'auditionner des adeptes toujours investis dans le mouvement. Ils veulent savoir ce qui se passe réellement au château de Granès. Et ils vont découvrir comment le chaman a peu à peu tissé sa toile autour de ses fidèles pour régner sans merci sur leur vie. Et là, les enquêteurs, ils vont un peu tomber de l'armoire parce que le fonctionnement des stages de formation chez Loup Blanc, c'est quand même un peu particulier. On doit être en dévotion vis-à-vis de Cyril Adam. Caroline, victime. C'est les mots utilisés textuellement, dévotion. Quand on rentre en salle, tout le monde a une posture très respectueuse. Vraiment comme si on rentrait dans un temple, dans une église. Alice, victime. Les gens, ils s'abaissent, ils s'approchent pas trop de lui. Enfin, c'est vraiment comme si c'était un saint, enfin une divinité vénérée. Les gens doivent venir se prosterner devant lui, à genoux. On ne peut pas se précipiter à aller lui dire bonjour. Non, 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 non. Il faut attendre que, sa sainteté se déplace et vienne vers vous. Manifestement, Loup Blanc a mis en place un véritable culte de sa propre personne. Et cette mécanique implacable pour les asservir va très loin. Patrick en sait d'ailleurs quelque chose, car il a passé 26 ans aux côtés de Cyril Adam. Il nous avait dit, à chaque fois que vous me croiserez, vous vous arrêterez, vous inclinerez. Patrick, victime. Et il nous a dit, quand vous passerez devant mon trône, même si je ne suis pas là, vous vous inclinez. Les témoins racontent aussi les repas frugaux et le jeûne qui les affamait tous, sans compter le rythme soutenu des journées. Et lorsque vous êtes au château de Granès, ce sont des journées extrêmement bien remplies. Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles. Vous vous levez avant l'aube, parfois, pour des séances de méditation, des séances de prière. On est capable de faire 8, 9, 10 heures de méditation par jour, parfois même plus. Et ça peut aller jusqu'au bout de la nuit. On mange très peu. Et puis on médite. Et ça continue. Et tout ça fait que vous vous affaiblissez physiquement, vous vous affaiblissez intellectuellement, et vous devenez de plus en plus poreux à l'enseignement qui vous est donné. On est face à des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Pour les enquêteurs, ce régime sec et épuisant ressemble fort à du conditionnement. Et ce n'est pas tout. Ils apprennent que Loup Blanc droguerait aussi ses adeptes via des plantes ou des mixtures qu'il concocte lui-même, un privilège qu'il réserverait à ses disciples les plus méritants. Tout le monde attendait évidemment d'être choisi, d'être élu. Et là, il pouvait nous donner un tabac à boire ou à sniffer. J'ai déjà pris de l'ayahuasca. J'ai déjà pris de l'iboga. Ce sont des plantes qui sont surnommées les petites morts. Moi, j'ai eu, je pense, comme des hallucinations. J'avais l'impression que, entre guillemets, j'allais toucher l'éveil tellement c'était fort. On est dans un autre état, on ne sait pas trop, c'est très particulier. En tout cas, on est sous l'effet d'une plante, ça c'est certain. Des plantes interdites en France et qui mettraient les adeptes dans un état second propice au lavage de cerveau.
Mais ce qui va surtout intéresser les enquêteurs, c'est l'organisation pyramidale mise en place au sein du mouvement. À sa tête, Loup Blanc, bien sûr. Au bas de l'échelle, les adeptes. Et entre les deux, les MacGregor, sa garde rapprochée, composée des plus fidèles au maître. Visuellement, ils sont reconnaissables parce qu'ils portent le tartan, un morceau de tissu écossais. Quand il intronise un MacGregor, la personne est à genoux devant lui et il lui dépose son tartan sur les épaules. C'est une grâce suprême que de recevoir un tartan et on est proche de Cyril Adam et ça vous met au-dessus de la hiérarchie. Moi, je me souviens que je m'étais installée en tailleur à côté d'une MacGregor, dont mon genou a touché le sien. Elle a réagi tout de suite en disant « faut surtout pas me toucher ». Quand vous étiez au sein de cette communauté, vous vouliez accéder à ces fonctions-là parce qu'elles étaient plus prestigieuses que les autres. Et vous aviez l'impression de vous rapprocher du maître. Si tu es obéissant, tu seras récompensé. En revanche, au moindre écart, ce serait la punition. Et les enquêteurs comprennent que Cyril Adam réglait ses comptes devant tout le monde avec une grande sévérité. J'ai moi-même été victime d'humiliation devant 120 personnes. On est dans le noir. C'est juste éclairé par des bougies dans cette grande salle. Et il se balade dans les rangs, entre les personnes, jusqu'au moment où il va prononcer mon prénom. Et il va me hurler dessus en me disant « Ouvre les yeux, qu'est-ce que tu vois dans mes yeux ?» Et moi, totalement apeuré, parce que vous êtes impressionné. Je suis sidéré. Leur cadrage, très sec qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis des personnes, les menaces, parfois les insultes, ça nous conditionnait aussi quelque part parce qu'on avait très peur qu'on soit le suivant à se prendre des réflexions et c'est très destructeur parce que ces humiliations-là, elles étaient assez régulières. Visiblement, Cyril Adam ferait régner la terreur dans son mouvement. L'humiliation, le jugement est quelque chose de structurel chez Cyril Adam, comme dans toutes les communautés sectaires. C'est la manifestation de son pouvoir, c'est la manifestation de sa toute-puissance, de son omniscience, de son omnipotence. C'est le bon vouloir du maître. Laurent Layet, psychiatre. Et ça va les mettre dans une situation d'assujettissement total. C'est-à-dire qu'ils sont à la merci du chef du mouvement. Donc à ce régime-là, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous êtes suffisamment fragilisé pour accepter à peu près n'importe quoi. Culte de la personne, privilèges et punitions arbitraires, pour les enquêteurs, Cyril Adam a monté tout un système pour s'imposer en maître absolu. Et ce pouvoir sans limite ne s'arrêterait pas au stage. Même quand les disciples sont loin, il s'organiserait pour les maintenir sous influence. Moi, je vivais à 800 km de lui, je ne le voyais quasiment jamais. Mais mon quotidien était rempli de lui, de ses injonctions. Lorsque vous étiez chez vous, vous deviez honorer quelque part la mémoire, l'image en tout cas de Cyril Adam. Ça fait partie des rituels. On a tous, les élèves, une photo de lui dans sa chambre, voilà, tous les jours, sur notre petit hôtel. Et comme ça, vous aviez la photo de Cyril Adam avec des petites bougies comme ça qui brûlaient devant elle. Donc vous lui adressiez des prières rituelles, attention, c'est-à-dire qu'il fallait les faire. Entre chaque stage, Cyril Adam exige de ses élèves qu'ils méditent plusieurs fois par jour, comme il le conseille aussi dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Prière pour l'harmonie. À réciter 3 fois de suite entre 3h et 5h du matin, midi et minuit, dans les 3 mondes, matériel, spirituel, divin. Tout est relié à Cyril Adam, tout. Nos nuits, nos journées. Le quotidien des adeptes est rythmé par les injonctions du maître. Car dans le monde de Cyril Adam, rien n'existe hormis le mouvement. Très vite, j'entends la véritable famille.
c'est ici, c'est le groupe. C'est pas la famille du sang. Le monde extérieur, c'est mal, et votre famille, c'est mal. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il isole l'individu de sa cellule familiale. Socialement, ma vie s'est transformée parce que notre entourage n'est pas le bon entourage. La famille, moi, ça a explosé très rapidement. Ma mère, elle me reconnaissait plus. Elle avait peur de sa fille. Patrick s'est investi corps et âme pendant des années pour Cyril Adam, jusqu'au jour où il envisage de tout plaquer. Mais quitter le mouvement n'est pas sans risque non plus. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, c'est pas ça que je veux. Et ça a été le début de mon départ. C'est là où j'allais sortir. Mais j'avais très peur. Parce que quand on est en couple et qu'il y en a un qui part, Cyril Adam, il laisse pas ça comme ça. On casse le couple, il casse le couple. Lorsque vous quittez la communauté, du jour au lendemain, vous n'avez plus aucun contact avec l'intégralité des membres qui étaient vos amis, vos proches, votre seule famille finalement. Malgré sa peur, Patrick se résout à partir. Oui, j'étais épuisé, complètement épuisé, physiquement, moralement, psychiquement. J'en pouvais plus et ce passage-là a été très difficile. Parce que je ne voulais pas quitter ma femme, je ne voulais pas qu'elle me quitte, je ne voulais pas qu'on soit séparés par ce gourou. Ma femme était déchirée entre son maître et son homme. Elle a fait le choix de son homme. C'est pour ça qu'on est ensemble encore aujourd'hui. Châtiment, isolement, mauvais traitement. À l'issue de ces auditions, les enquêteurs ont listé plus de 30 techniques de manipulation chez Cyril Adam. Il aurait mis en place une véritable mécanique d'emprise sur ses disciples. Il y a tous les ingrédients qui laissent à penser qu'on est bien dans une secte. On vous appelle, vous répondez. Il n'y a pas de consentement dans le monde de Cyril Adam. C'est son droit. Il le veut, il le prend. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On est loin du guide spirituel censé conduire vers l'harmonie et l'épanouissement personnel. Et ce que s'apprêtent à raconter les 5 plaignantes va faire basculer l'affaire. Les enquêteurs vont découvrir comment Cyril Adam aurait usé de son aura pour les abuser sexuellement. Voilà 3 ans que Caroline suit les enseignements de Loup Blanc lorsqu'un jour de 2015, au château de Granès, il lui fait cette étrange confidence. Ton âme est venue voir mon âme en rêve. Ton âme est venue me demander que je t'enseigne à faire l'amour et faire l'amour avec douceur. Donc là, je suis quand même très surprise de ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Caroline, victime. Je dis, ah bon, quand même, c'est étonnant. C'est quand même spécial parce que ça consiste très clairement à faire l'amour. Mais Loup Blanc la rassure. C'est un travail tantrique qu'il lui propose, destiné à libérer son énergie sexuelle. Une occasion unique d'évoluer dans son éveil spirituel. M'explique que c'est destiné à me faire évoluer encore plus fortement et plus vite, et que ce travail, il ne le fait pas avec tout le monde, parce que je m'inquiète de ça tout de même. Et donc, voilà, au bout de quelques arguments et de quelques jours, je confirme que je suis d'accord pour faire ce travail en suivant ces instructions comme il me l'indique. Caroline pense qu'elle va vivre un moment exceptionnel. Elle est loin d'imaginer ce qui va lui arriver. Nous sommes en 2019. Depuis quelques mois, Alice fréquente régulièrement les stages de Loup Blanc. Lorsqu'un beau jour, à sa grande surprise, il la contacte. Commence alors entre eux une correspondance intense.
Il m'envoie beaucoup de messages très valorisants, avec de très belles images, vraiment sur la féminité. C'est très poétique. Et j'ai aimé ça, parce que j'ai vu en lui une figure paternelle. Alice, victime. Puis, il me propose assez rapidement un travail tantrique, à savoir que j'ai déjà côtoyé un enseignement tantrique auparavant, sans toucher, habillé. Ça n'incluait pas la sexualité. Alice accepte donc son offre en toute confiance, sans se douter une seconde de ce qui l'attend. Voilà, je vais rejoindre le maître, il va me transmettre quelque chose. C'est une chance de pouvoir bénéficier de ça, j'y vais, quoi. Et là, il m'accueille avec le paréo. Et puis très rapidement, il se déshabille et... Loup Blanc aurait exigé d'elle une fellation. Alice est sidérée. Mais face au maître, elle n'ose pas dire non. Comme tout ce qu'on reçoit de lui, même le fait de le toucher, c'est une bénédiction. J'exécute d'autant plus. Mais là, il n'y avait pas de complicité, je sentais pas de la tendresse. Je sentais pas tout ça. Et puis, lui, il avait son doigt sur mon front et sa main sur ma tête quand je faisais la fellation. S'ensuit un rapport sexuel. Toujours sous le choc, Alice est incapable de réagir. Puis, rapidement, Loup Blanc l'aurait congédié. Je me suis sentie très mal. Pour lui, jamais j'ai eu du désir sexuel. Pour Caroline, ce soi-disant travail tantrique vire aussi très vite au cauchemar. Moi, quand j'arrive, je suis très impressionnée. C'est pas un amoureux lambda, c'est aussi un maître et qui se positionne clairement en maître. Et à un moment donné, j'ai vraiment cette vision-là, je le vois en fait au-dessus de moi et il n'a plus d'expression. En tout cas, il n'a plus l'expression que je lui voyais avant d'un homme aimant et chaleureux. Et je vois un homme sans expression, son visage fermé, qui fait peur, hein, enfin c'est pas anodin. Et puis après, au bout d'un moment, il me dit stop, bon là, on arrête. Et bon voilà, je me rhabille rapidement et alors, j'ai vraiment une impression quand je sors d'être un bout de viande. Et voilà, je repars complètement désarçonné dans ma chambre et la nuit qui suit, en fait, je fais un rêve d'agression sexuelle. Et pourtant, Caroline ne réalise pas ce qu'elle vient de subir. À la demande de Cyril Adam, elle revient donc chez lui pour terminer son initiation tantrique. Elle racontera avoir subi d'autres viols et des agressions sexuelles. À la suite de ces événements, qu'elle n'arrive toujours pas à qualifier, Caroline se sent de plus en plus mal. Et elle finit par quitter le mouvement en 2018. Elle pense alors reprendre le cours normal de sa vie, mais le traumatisme la submerge. Voilà, en 6 mois, je me suis totalement effondrée et un jour, je n'ai plus pu aller au travail. Voilà, c'est aussi simple que ça et aussi dur que ça. De son côté, Alice ne comprend pas non plus ce qui lui est arrivé. Pendant 2 ans, elle retourne au château de Granès où, là encore, elle nous raconte avoir été violée. Et peu à peu, une terrible angoisse l'envahit. J'ai une remontée de terreur et d'attaques de panique qui s'installent. Que jour et nuit, je fais des cauchemars que je suis violée, que je n'arrive plus à être dans mon corps. Je suis dans la terreur et à l'intérieur, ça résonne viol, viol, viol. Effrayée, Alice finit par se sauver du château. Elle sera hospitalisée pendant 3 mois.
À la gendarmerie de Nîmes, les auditions s'achèvent et toutes ces femmes racontent la même histoire. Pour les enquêteurs, un mode opératoire se dessine. C'est toujours la même histoire. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire, viens, je vais t'apprendre à faire l'amour. Je vais t'apprendre à mieux gérer ton énergie personnelle. Je vais t'apprendre à mieux t'épanouir. Parce que si vous faites mieux l'amour, ça ira mieux d'une manière générale. Il y a toute une mise en condition, je dirais. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Qui est autour de le fait de lever ces tabous au niveau sexuel et à vivre une vie plus libérée. À l'issue de ces auditions, tout porte à croire que Cyril Adam a manipulé ces femmes afin d'obtenir des faveurs sexuelles. Pour les enquêteurs, il est évident que les plaignantes étaient sous emprise au moment des faits. Et ce qu'elles décrivent correspond à un viol, un acte sexuel non consenti, imposé par contrainte psychologique. Les 5 femmes décident donc de porter plainte contre Cyril Adam. Le 7 décembre 2021, Cyril Adam est interpellé au château de Granès et placé en garde à vue. Dans la foulée, les gendarmes saisissent tout son matériel informatique. Alors que son interrogatoire commence, l'homme paraît serein et sûr de lui. Il n'a pas l'habitude des gardes à vue, mais bon, il ne se démonte pas. La première chose qu'il va dire, c'est que pas du tout. C'est pas du tout un gourou, c'est une sorte de coach un peu spirituel. Gourou, ce terme, Cyril Adam veut évidemment jamais en entendre parler. Il affirme que son mouvement n'a rien d'une secte. Ce n'est pas une communauté qui vit reculée du monde à plein temps. Entre chaque stage, les adeptes retournent à leur vie et chacun a le choix de revenir ou pas dans le mouvement. Quand je suis libre d'y adhérer, d'y aller, de partir, de ne plus revenir, je suis libre. Carlo Alberto Brusa, avocat de la défense. La notion de liberté du disciple, de l'élève, est antinomique avec la notion de secte. Quant aux accusations de viol, il a la réponse toute trouvée. Il explique que ce sont des rapports sexuels, bien évidemment, consentis. Et d'ailleurs, il dit quelquefois que c'est elles qui sont en demande de rapports sexuels. Dans l'affaire de M. Adam, nous avons des femmes qui entrent dans une pièce, dans une chambre, d'une manière totalement volontaire. Elles ont des relations avec ce monsieur et il n'y a pas de violence. Parce qu'aucune femme a pu dire « j'ai subi des menaces ou physiques ou des actes de violence qui m'ont contraint à faire tel ou tel acte ». Et puis surtout, il sort un argument massu. Il dit maintenant, des femmes qui sont venues me voir, avec qui j'ai fait l'amour, il y en a je ne sais combien. Et elles n'ont pas porté plainte pour autant. Cyril Adam reste droit dans ses bottes. Il est même arrogant. Il n'hésite pas à donner quelques leçons de spiritualité aux enquêteurs. Mais les gendarmes ne désespèrent pas de le faire avouer, car dans la mémoire de ses ordinateurs, ils ont fait une découverte intéressante. On va trouver des milliers et des milliers de photos pornographiques. Donc, c'est-à-dire des photos de son sexe, des photos de sexe de femme. Et on est quand même aux antipodes du principe de l'élèvement spirituel que le mouvement prônait. Ça révèle aussi un aspect très particulier de son rapport au sexe. C'est quelqu'un qui visiblement est addict au sexe. Là aussi, Cyril Adam ne se démonte pas. Il explique que ces photos échangées avec ses adeptes faisaient partie de leur apprentissage, une façon de les révéler à elles-mêmes, de les aider à s'épanouir sexuellement.
Beaucoup de femmes sont arrivées dans des séminaires et ils le disent dans un domaine comme celui sexuel qui était parfois catastrophique. Soit elles étaient mariées, c'était catastrophique, etc. Donc ils vont, à travers une sorte de travail des spirituels, retrouver une envie du plaisir. Cyril Adam ne comprend pas les plaintes de ces femmes. Il crie même au complot. D'après lui, elles ont cru à une relation amoureuse qui n'existait pas. Alors, humiliées, elles ont décidé de le punir en l'accusant de viol. Pour certaines, j'ai l'impression que le fait d'être passé d'une relation disciple à une relation, entre guillemets, amoureuse, mais qui n'est pas une relation exclusive, c'est là qu'est le point fondamental. Ce sont des amoureuses déçues. C'est ça. Elles se vengent. Et donc elles auraient voulu être la favorite du roi. Et comme elles n'ont pas été la favorite du roi, elles se sont vengées en disant « Ah non, il m'a violée ». Face aux enquêteurs, Cyril Adam continue d'affirmer que ces femmes étaient toutes consentantes et que ces relations sexuelles visaient à les faire progresser dans leur réveil spirituel. Mais les gendarmes ont maintenant des éléments solides à l'encontre du gourou. Les accusations concordantes des plaignantes et l'utilisation avérée de techniques de manipulation. Tout démontre que Cyril Adam est à la tête d'un mouvement sectaire et que ses victimes étaient bien sous emprise. Le 9 décembre 2021, à l'issue de sa garde à vue, Cyril Adam est mis en examen pour viol et abus de faiblesse. Il est placé en détention provisoire. Vu son profil, on craint en effet qu'il puisse faire pression sur les victimes et qu'elles se rétractent. Or, dans cette enquête, tout tient à leur témoignage. Une affaire de secte, c'est pas comme une affaire d'homicide où on a le cadavre, le suspect, on l'interroge. Là, il faut démonter tout un système. Donc, ce genre d'affaire, judiciairement, c'est très très lourd. Pour consolider le dossier d'accusation, les enquêteurs lancent un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Ils sont à la recherche de preuves supplémentaires de l'emprise exercée par le gourou. Et ils vont découvrir une nouvelle facette du personnage. Le loup blanc aime le luxe et l'opulence, car pendant toutes ces années, il a aussi plumé ses adeptes. Un appel à témoins a permis de faire en sorte que la parole se libère. Jean-Baptiste Cesbron, avocat des parties civiles. Pour une raison assez simple, c'est que beaucoup de gens restaient un petit peu en retrait en se disant que leur parole ne pourrait pas être entendue, que leur parole ne pourrait pas être comprise par le monde extérieur, justement. De nouveaux témoins arrivent à la gendarmerie de Nîmes. Ils racontent le gouffre financier dans lequel ils sont tombés. D'abord, les nombreux stages que le maître leur imposait de suivre, soi-disant pour progresser dans le réveil spirituel. Des séjours qui coûtaient jusqu'à 400 € pour un week-end, de 700 à 1500 € l'été. L'appétit de Cyril Adam ne s'arrêtait pas à un besoin sexuel important. Il y avait chez Cyril Adam un besoin également d'argent, un besoin de richesse assez éloigné des richesses spirituelles qu'il pouvait prôner dans le cadre de son enseignement. Financièrement, c'est une sorte d'engrenage qu'il a mis en place, c'est-à-dire qu'au début, on vient pour un week-end qui coûte 300 €, et plus on progresse dans les strates du mouvement, plus on s'élève, en fait, plus il faut venir, plus il faut faire de stages, et plus il faut surtout donner d'argent. Et ça n'en finit pas. Et cerise sur le gâteau, Cyril Adam exige qu'on le paie en espèces. Il réclamerait des billets verts, autrement dit des billets de 100 €, avec une justification pour le moins étrange. D'après son discours, il y a une sorte d'énergie qui passerait par les billets de 100 €, donc les adeptes sont tenus de payer leur stage et de tout payer avec des billets de 100 €. Mais ça n'est pas tout. Loup Blanc exigerait aussi des cadeaux. Si vous ne participez pas
de la générosité vis-à-vis de Cyril Adam, bien entendu, vous allez être stigmatisé par l'ensemble de la communauté. Certains diront aux enquêteurs qu'ils se sont retrouvés pris à la gorge parce que c'était une fuite en avant perpétuelle, un puits sans fond où il fallait donner, donner et donner. Il y a plein de choses que j'ai pas pu faire, je me suis pas meublée. Caroline, victime. Je suis restée longtemps dans une forme de dénuement parce que le sacrifice, c'était d'abord et avant tout les initiations. Certains adeptes se retrouvent à la rue. Ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Ils sont ruinés. On est quand même face à un système extrêmement organisé de spoliation. Certains adeptes parlent de 150 000 euros. 150 000 euros qu'ils ont donnés à Cyril Adam. Le mouvement de Cyril Adam, c'est une usine à fric. Chez Loup Blanc, pour s'élever spirituellement, il faut surtout alléger son compte en banque. C'est la conclusion des enquêteurs après avoir entendu les témoins. Mais que peut bien faire ce chaman de tout cet argent, lui qui prône éveil spirituel et vie monacale ? Alors qu'ils examinent sa situation financière, les enquêteurs découvrent l'incroyable standing du maître. Loup Blanc mène en effet la vie de château. Il a un train de vie de quelqu'un qui gagne plutôt très très bien sa vie. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il a 2 Porsche. Il arrive à s'offrir un mât avec je ne sais combien d'hectares. Le prix du mât, c'est 900 000 euros. Et cet argent, c'est celui des adeptes. Cyril Adam n'est propriétaire de rien. Donc, le château de Granès, c'est la générosité de ses adeptes. Ses Porsche, c'est la générosité de ses adeptes. Le mas dans lequel il vivait, c'est la générosité de ses adeptes aussi. Il fallait que les chambres soient suffisamment grandes et spacieuses et larges pour que son énergie puisse se développer. L'adepte doit se concentrer à 250% pour le mouvement. Il doit tout donner. Son temps, son énergie et son argent. Rien d'autre. Rien pour le reste. Rien pour le reste du monde qui nous est hostile. Manifestement, Cyril Adam manipulerait donc aussi ses fidèles afin de siphonner leurs économies et les asservir pour son seul et unique profit. Le 22 novembre 2023, à l'issue de l'instruction, Cyril Adam est renvoyé devant la cour criminelle du Gard pour viol et abus de faiblesse. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion. Nîmes, le 23 septembre 2024. Le procès commence et les audiences s'annoncent tendues. Cyril Adam est-il un gourou qui a usé de son pouvoir pour violer et abuser certains adeptes? Ont-ils été contraints d'obéir à ses moindres volontés? C'est ce que les juges vont devoir trancher. Au cœur des débats, la notion de l'emprise et donc l'absence de consentement. Des mécanismes psychologiques difficiles à démontrer. L'intime conviction des magistrats va être déterminante. Si on ne parvient pas à les convaincre que ces personnes étaient sous emprise, alors l'ensemble de la procédure s'effondrera comme un château de cartes. Ça va être une belle bataille d'avocats. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. L'accusation, en tout cas, va devoir beaucoup miser sur les témoignages des plaignantes. Face à leur récit bouleversant, Cyril Adam, campé dans son rôle de maître, balaie leurs accusations d'un revers de main. Que lui, il n'est absolument responsable de rien. Il a vécu finalement toutes ces années comme un spectateur de ce qui se passait au sein de sa communauté. Ce qui est assez saisissant, c'est de voir l'absence totale d'émotion de cet individu par rapport aux témoignages des parties civiles, des victimes. Dans le box des accusés, Cyril Adam continue de clamer son innocence. Entendu par la cour, les experts concluent tous à l'emprise. Mais en face,
La défense a préparé la riposte et elle déroule son raisonnement. Même démontré, l'emprise ne prouve rien, tout simplement parce qu'elle n'apparaît pas dans la définition du viol dans le code pénal. La défense plaide donc l'acquittement. Le fait de dire « Ah, mais ils sont tous en prison ». Très bien, et alors ? Carlo Alberto Brusa, avocat de la défense. Prison n'est pas une condition de droit. C'est une condition d'origine médicale, psychiatrique, psychologique, ce que vous voulez. Mais la prison n'est pas une qualification juridique. Un argument qui ne sera pas retenu par la Cour. Le 27 septembre 2024, Cyril Adam est reconnu coupable de viol sur 4 femmes et d'abus de faiblesse sur une dizaine d'adeptes. Pour la justice, Loup Blanc, le gourou autoproclamé, est bien un prédateur sexuel. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Après 5 jours d'audience épuisants, ce verdict est une vraie délivrance pour les victimes. C'est une page qui se ferme, d'être reconnue victime. C'est avant tout un soulagement quand même, une satisfaction d'avoir pu obtenir une décision de condamnation. On a été entendu par la Cour, donc pour ça on est vraiment très heureux, c'est un soulagement pour nous. Donc c'est un pas supplémentaire pour nous, je pense dans la reconstruction aussi. Mais une nouvelle épreuve les attend, car Cyril Adam a fait appel de sa condamnation et reste présumé innocent. En attendant un nouveau procès, il tente de réapprendre à vivre. Vous avez perdu 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de votre vie. Vous n'avez rien appris, rien. Tout a été pris, rien n'a été rendu, tout a été perdu. Voilà, j'espère retrouver la guérison complète pour un jour vraiment pouvoir refaire ce que j'aime. Aujourd'hui, pour nous, vivre, c'est faire les choses comme monsieur et madame tout le monde. Et là, moi, je peux redémarrer ma vie, en fait. Aujourd'hui encore, des dizaines de fidèles soutiennent Cyril Adam et son mouvement est toujours actif. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Le sang séché sur le carrelage avait laissé des auréoles brunes que même l'eau de Javel n'avait pas réussi à effacer. C'était le mois de février 2007, un hiver glacial, et dans une maison modeste d'une petite ville de province, la police découvrait un tableau digne d'une tragédie antique. 2 corps, mari et femme, gisaient dans le salon. Leurs mains semblaient s'être tendues l'une vers l'autre avant que la mort ne les sépare, comme une dernière tentative de retenir un lien brisé. L'odeur métallique emplissait encore l'air quand les enquêteurs entrèrent, le silence de la mort recouvrant chaque recoin comme une couverture lourde. Ce qui semblait, au premier regard, un crime passionnel, se révélait bientôt bien plus sombre, un écheveau de mensonges et de secrets qui ne demandait qu'à être démêlés. La maison portait des stigmates d'une lutte, des meubles renversés, une lampe brisée, des éclats de verre incrustés dans la moquette. Mais un détail frappait immédiatement. Rien n'avait été volé. Les bijoux étaient restés intacts, l'argent dans une enveloppe sur le buffet n'avait pas été touché. Le mobile crapuleux semblait s'éloigner. Alors pourquoi ce déchaînement de violence ? Les voisins, interrogés, parlaient d'un couple sans histoire, discret, parfois un peu distant mais jamais menaçant. Pourtant, dans cette normalité de façade, les fissures se dessinaient. Certains avaient entendu des disputes récentes, des éclats de voix derrière les murs trop fins des pavillons. D'autres avaient remarqué des absences inexpliquées, des volets fermés en plein jour, des regards fuyants. Au commissariat, le chef d'enquête se remémorait des affaires similaires, où derrière la banalité des vies de banlieue se cachait souvent un gouffre. Il cita un précédent.
une affaire des années 80 où un double meurtre conjugal avait révélé un réseau de dettes et de trahisons, chaque silence familial servant de couverture à des drames profonds. Ici, tout semblait pointer vers une histoire intime, mais aucun indice concret ne liait un tiers au crime. Les corps portaient des traces de coups violents, des blessures infligées avec rage, mais aussi une précision glaciale, comme si la main qui avait frappé connaissait parfaitement ses victimes. Alors que les autopsies confirmaient la brutalité des faits, un détail retint l'attention des médecins légistes. Sur le bras de l'homme, un tatouage mal cicatrisé, partiellement arraché par la lame, se révélait plus ancien que prévu. Pas un simple motif ornemental, mais un symbole singulier. Une rose entourée de chiffres, comme une date ou un code. La femme, elle, portait aussi un tatouage discret, presque effacé par les années, caché sous l'omoplate. Un mot étranger, dont la signification échappait d'abord aux enquêteurs. Ces marques corporelles, inscrites à même la chair, semblaient contenir une histoire parallèle, invisible mais brûlante, comme si la peau avait gardé la mémoire de secrets longtemps tus. L'enquête prit alors une tournure étrange. On consulta les bases de données des disparus, car ce type de tatouage pouvait correspondre à des signalements anciens. Et là, une première fissure s'ouvrit dans le mur du mystère. Un dossier de disparition non élucidé datant de 1999, un jeune homme volatilisé après une rixe dans une boîte de nuit portait le même tatouage, à la même place. La ressemblance n'était pas parfaite, mais suffisante pour éveiller les soupçons. Avait-on affaire à une réincarnation de ce disparu? Une identité volée? Un double mensonge enfoui depuis des années? Chaque avancée de l'enquête semblait ouvrir une porte vers un couloir plus sombre. Les enquêteurs comprenaient qu'ils n'avaient pas seulement devant eux un double meurtre conjugal, mais une histoire de faux semblants, de vies entremêlées, où la vérité se dissimulait derrière les cicatrices et l'encre incrustée dans la peau. Et dans cette maison de 2007, ce n'était pas seulement le sang qui parlait, mais aussi les tatouages, comme des cris muets surgis des profondeurs du passé. Le dossier du disparu de 1999, que l'on croyait classé et oublié dans les archives poussiéreuses, ressurgit comme un spectre. Les pages jaunies décrivaient un garçon de 22 ans, étudiant sans histoire, qui s'était volatilisé après une soirée agitée dans une discothèque. On avait retrouvé son portefeuille abandonné sur le trottoir, son manteau posé sur une chaise à l'intérieur du club, mais plus aucune trace de lui. Les recherches menées à l'époque avaient conclu à une fuite volontaire ou à une disparition sans motif apparent. La famille, brisée par l'attente, avait peu à peu cessé d'espérer, et la vie avait continué, comme c'est souvent le cas dans les tragédies où aucune réponse n'arrive. Mais le tatouage décrit dans le rapport, une rose, entourée d'un code chiffré mystérieux, revenait aujourd'hui sur le corps d'un homme assassiné 8 ans plus tard, mari et père de famille, en apparence respectable. Les enquêteurs se penchèrent alors sur son identité civile. Les papiers, les comptes bancaires, les relevés d'assurance, tout semblait en ordre. Pourtant, des incohérences apparaissaient. Un trou dans son passé avant 2001, des documents réédités à la hâte, des témoins qui affirmaient ne l'avoir rencontré que bien après cette date. Était-il possible que cet homme ait usurpé l'identité d'un mort? Les spécialistes en fraude documentaire furent appelés et confirmèrent des anomalies dans les certificats. Signatures maladroites, tampons qui ne correspondaient pas aux normes officielles de l'époque. Une imposture soigneusement construite se dessinait, un puzzle dont les pièces étaient collées à la hâte sur un masque fragile. La femme retrouvée morte à ses côtés n'était pas en reste dans ce théâtre d'ombre. Son tatouage, discret mais évocateur, portait un mot en langue slave qui signifiait loyauté ou serment, selon les traductions. Les enquêteurs consultèrent alors les fichiers d'Interpol et découvrirent qu'elle avait, sous un autre nom, été signalée dans une enquête des années 90 liée à un réseau criminel opérant en Europe de l'Est. L'idée qu'un couple ordinaire avait construit sa vie dans une petite ville tranquille se fissurait de toutes parts. Derrière les rideaux tirés de leur pavillon se cachait un passé lourd, fait de mensonges, de faux papiers, de serments tatoués dans la chair. Les voisins, stupéfaits, commencèrent à parler différemment. Ils évoquaient des valises lourdes transportées à des heures étranges, des visites nocturnes de voitures immatriculées à l'étranger, des départs précipités en week-end prolongés dont ils revenaient avec des visages fermés, comme chargés d'un secret invisible. Les policiers, en retraçant leurs dernières semaines, découvrirent qu'ils étaient surveillés. Des appels téléphoniques venaient de numéros prépayés, jamais réutilisés. Des messages cryptés, difficiles à tracer, semblaient transiter par leur ordinateur. Ce double meurtre n'était peut-être pas le fruit d'une dispute conjugale, mais l'exécution froide de 2 témoins gênants.
Pourtant, un détail refusait de se dissiper, la violence du crime. Pas une mise à mort rapide, pas une exécution professionnelle, mais une rage déchaînée. Les coups portés étaient nombreux, presque bestiaux, comme si le tueur avait voulu effacer jusqu'à l'existence même du couple. Ce mélange entre la précision des documents falsifiés et la brutalité du geste créait une contradiction déroutante. Derrière la méthode, il y avait l'émotion. Derrière l'organisation, il y avait la haine. Un capitaine de la police judiciaire, marqué par des années d'expérience, murmura à ses collègues une phrase glaçante. « Ce n'est pas une affaire de crime organisé, c'est une affaire de famille. » Et en prononçant ces mots, il rappelait la règle tacite de tant d'affaires criminelles. Souvent, les mensonges les mieux gardés ne viennent pas des étrangers, mais de ceux qu'on appelle les nôtres. L'autopsie livra un indice supplémentaire, une révélation presque poétique par son ironie. Sous l'épiderme du mari, à l'endroit où le tatouage avait été partiellement lacéré, se cachaient d'anciennes cicatrices de brûlure. Des traces anciennes, datant probablement de son adolescence ou de sa jeunesse. Ces brûlures correspondaient à la description du disparu de 1999, que sa mère avait évoquée lors des premiers signalements. Elle racontait qu'enfant, il avait chuté dans une marmite d'eau bouillante, gardant à vie des stigmates sur l'avant-bras. Ce détail, ignoré pendant des années, devenait aujourd'hui une preuve accablante. L'homme assassiné en 2007 était bien le disparu de 1999, revenu sous une nouvelle identité, marié à une femme tout aussi mystérieuse. La question restait entière. Qui avait découvert cette vérité enfouie? Qui avait jugé nécessaire de les supprimer avec une telle rage? Les enquêteurs savaient désormais qu'ils n'étaient plus seulement face à un double meurtre conjugal, mais à la révélation d'une histoire enfouie depuis presque une décennie, une histoire où le tatouage, cette marque d'encre, servait de fil d'Ariane pour remonter à la vérité. Le silence oppressant de la morgue se fit écho du silence qui pesait sur toute la ville, car dans les rues où ce couple s'était promené, où il avait souri aux voisins, où il avait acheté du pain chaque matin, personne n'avait deviné qu'ils portaient en eux les fantômes de 2 vies volées. Et maintenant que ces fantômes surgissaient à la lumière, il devenait clair que l'enquête ne faisait que commencer, et que les véritables coupables n'étaient pas encore assis sur le banc des accusés. Le commissariat de Marseille s'était peuplé de visages tendus, de regards qui se détournaient à chaque bruit de pas dans le couloir. Les policiers savaient qu'ils n'avaient plus affaire à une disparition ordinaire. Chaque nouvelle pièce du puzzle semblait non pas éclairer, mais assombrir davantage l'ensemble. Une pluie fine tombait sur la ville, rendant les trottoirs luisants, presque dangereux. Dans le silence des bureaux, on entendait seulement le bourdonnement des néons fatigués et le froissement des dossiers qu'on tournait à la recherche d'un indice oublié. L'inspecteur Delaunay, un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué par des nuits blanches et des affaires jamais résolues, tenait un cliché entre ses mains. Une photo Polaroid trouvée dans la chambre de la jeune femme, disparue. On y voyait un banc, quelque part au Vieux-Port, et, dans le coin inférieur droit, une silhouette floue. Trop floue pour identifier un visage, trop nette pourtant pour être un hasard. Il appela doucement son collègue. « Regarde ça, tu crois au hasard, toi ?» Le plus jeune, Morel, secoua la tête. Pas dans une affaire comme celle-là. Ils décidèrent de retourner sur les lieux. Le Vieux-Port à cette heure-là ressemblait à une scène figée, comme si la pluie avait suspendu le mouvement. Les bateaux grinçaient doucement, les cordages claquaient contre les mâts. Le banc était là, le même que sur la photo. Mais sur le bois détrempé, quelqu'un avait gravé un mot. Simple, mais glaçant. « Attends ». Delaunay passa ses doigts sur les lettres encore récentes. Le bois n'était pas encore gonflé par l'humidité. Cette inscription datait de quelques jours, tout au plus. « Elle était là », murmura-t-il. On lui a dit d'attendre, et elle a attendu. Un frisson parcourut Morel. Ils restèrent un moment silencieux, fixant la mer obscure, comme si elle-même avait avalé les secrets de la jeune disparue. Au même instant, de l'autre côté de la ville, dans une chambre au volet clos, un magnétophone tournait doucement. La bande magnétique chointait, comme une respiration mécanique. Une voix d'homme, étouffée, répétait « Tu dois rester tranquille, on viendra quand il sera temps, n'aie pas peur. » Personne n'entendait ces mots, sinon les murs décrépits et une jeune femme assise, immobile, les yeux vides, les poignets marqués par le cuir des liens. Le matin s'était levé sur Marseille, gris et lourd, comme si le ciel lui-même voulait étouffer la ville. Dans les couloirs du commissariat, l'odeur de café rassis se mêlait à celle du papier humide. Les policiers s'agitaient autour du dossier,
mais c'était un silence pesant qui dominait, celui de l'incertitude et du doute. Delaunay avait passé la nuit à comparer la photo trouvée dans la chambre de la disparue avec les archives. Chaque silhouette suspecte, chaque visage oublié dans les dossiers de surveillance. Rien. La silhouette du Polaroid restait muette, comme un fantôme. Pourtant, son instinct de vieux flic ne le trompait jamais. Cette ombre appartenait à quelqu'un qui connaissait la jeune femme, quelqu'un qui avait voulu être vu, sans jamais l'être vraiment. Dans un coin du bureau, Morel, nerveux, triturait un briquet. « Commissaire, et si on se trompait de direction? Si cette fille n'était qu'un pion dans quelque chose de plus grand ?» Delaunay le fixa longuement. « On ne se trompe pas, Morel, pas cette fois. » Ils reprirent la route du Vieux-Port. Le banc semblait différent à la lumière du jour, moins menaçant, presque banal. Pourtant, le mot gravé, « Attends », brillait encore comme une cicatrice fraîche. Ils prirent des photos, mesurèrent la profondeur des lettres. Le marquage était précis, régulier. Pas une impulsion, pas un gribouillage d'ivrogne, un geste calculé. Au même moment, dans les bureaux du journal local, une enveloppe anonyme arriva. Pas de timbre, pas d'adresse, juste un papier jauni plié en deux. Le rédacteur en chef l'ouvrit, haussa un sourcil, puis appela la police sans réfléchir. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. On y voyait la même jeune femme, assise sur une chaise, les yeux bandés, les mains jointes comme en prière, et derrière elle, un mur de pierre humide. Le cliché n'était pas récent. La netteté, le grain de l'image, cela ressemblait à une photo prise avec un appareil ancien, volontairement archaïque. Un détail cependant glaça le sang de Delaunay quand il observa l'image. Dans le coin gauche, au sol, une flaque. Et dans cette flaque, un reflet déformé. Celui d'un visage peut-être. La pièce devint glaciale. Le silence pesait, brisé seulement par le bruit sec des talons d'une secrétaire qui passait dans le couloir. Morel murmura « Commissaire, il jouait avec nous ». Delaunay serra les dents. « Oui !» Quelqu'un s'amusait à écrire une histoire, à guider l'enquête comme une marionnette. Mais chaque jeu a une faille, et il allait la trouver. Pendant ce temps, dans une cave obscure à l'extérieur de la ville, une bougie vacillait. La jeune femme respirait faiblement, ses lèvres tremblaient. La voix étouffée reprit, toujours la même, mécanique, obsédante. « Attends, n'oublie pas, le silence est la clé. » C'était une nuit froide de novembre, en 1990, dans une ville qui n'apparaissait sur aucune carte des passions, mais qui cachait dans ses murs des silences lourds, comme des pierres oubliées dans le lit d'une rivière. L'hôtel, un bâtiment aux murs jaunes défraîchis, s'élevait au coin d'une rue pavée, illuminée par des lampadaires trop faibles pour dissiper les ombres. Dans le hall, le carrelage craquait sous les pas, les horloges semblaient retardées, et les regards se détournaient plus vite qu'ils ne se croisaient. Cet hôtel n'était pas un lieu de luxe, mais un passage, un refuge pour des existences de transit. Et c'est précisément là, dans une chambre au 3e étage, que le crime allait surgir, silencieux, comme une lame tirée dans l'obscurité. La victime, un homme d'une 50aine d'années, avait réservé pour une seule nuit. Personne ne savait d'où il venait réellement, ni pourquoi il avait choisi cet endroit. Les registres indiquaient un nom banal, mais le portier, un vieil homme au dos voûté, affirma plus tard que cet homme portait dans ses yeux une inquiétude ancienne, une peur qu'on ne chasse pas avec des rideaux épais, ni avec une clé de chambre. Dans le couloir, les voisins entendirent un bruit sourd, une chute, puis un silence. Le lendemain matin, la femme de ménage poussa la porte entr'ouverte, et ce qu'elle découvrit glaça son souffle. Le corps gisant sur le tapis, une trace de sang comme une signature irrévocable, et une bouteille de vin rouge, encore entamée, posée sur la table de nuit. Les policiers arrivèrent rapidement. La scène leur parut étrange. Pas de lutte apparente, pas de vol manifeste. Le portefeuille était toujours là, les montres aussi. Le meurtrier n'était pas venu pour dépouiller, mais pour sceller quelque chose de plus sombre. Sur la table, à côté du verre encore taché de rouge, une facture manuscrite, griffonnée à la hâte par un serveur distrait, semblait n'être qu'un détail banal. Pourtant, ce morceau de papier deviendrait, des décennies plus tard, la clé d'une énigme que personne n'osait plus ouvrir. En 1980, les méthodes d'investigation étaient encore lourdes, lentes, dépendantes d'empreintes digitales approximatives et de témoignages souvent vacillants. Les enquêteurs interrogèrent le personnel, les clients, mais l'hôtel était un théâtre de passage. Des hommes d'affaires, des voyageurs solitaires, des anonymes en quête d'oubli. Personne n'avait vu ou entendu plus que ce bruit étouffé. Les archives de la police mentionnent l'enquête comme « sans issue ». Un dossier refermé trop vite,
comme si la ville elle-même avait voulu tourner la page. Mais les affaires non résolues ne disparaissent jamais vraiment. Elles patientent dans l'ombre, attendant un détail, un geste, un hasard qui viendra réveiller les cendres froides. Et ce hasard, 30 ans plus tard, allait surgir d'une manière si improbable qu'il redonna au crime une lumière nouvelle. L'enquête s'ouvrit dans une atmosphère lourde, presque étouffante. Les inspecteurs pénétrèrent dans la chambre comme on entrerait dans une crypte, en sachant que chaque objet, chaque trace, pouvait porter la mémoire d'un geste mortel. Le corps fut transporté à la morgue, mais l'ombre du crime resta suspendue dans les couloirs. L'hôtel, d'ordinaire si bruyant de portes qui claquent et de conversations étouffées, se transforma en un tombeau collectif. Les clients chuchotaient, le personnel évitait de croiser les regards, et le portier, celui qui avait remarqué l'inquiétude dans les yeux de la victime, s'enferma dans un silence obstiné. Les policiers cherchèrent d'abord des témoins. La femme de ménage répétait, tremblante, qu'elle avait seulement trouvé la porte entr'ouverte. Un couple d'Allemands, logeant dans la chambre voisine, assura avoir entendu un bruit sourd vers minuit, suivi d'un silence pesant, mais aucun cri, aucun appel à l'aide. Dans un lieu où les murs étaient minces comme du papier, l'absence de son était plus inquiétante que le fracas d'une lutte. Cela évoquait la précision d'un geste rapide, maîtrisé, comme si le meurtrier avait frappé avec une expérience déjà acquise. Les enquêteurs inspectèrent la table, une bouteille de Bordeaux à moitié vide, 2 verres dont un seul utilisé, et cette facture manuscrite pliée, tachée d'une goutte de vin. Le serveur de l'hôtel confirma l'avoir griffonné pour l'homme, notant simplement le prix de la bouteille et un numéro de chambre, rien d'autre. Pourtant, ce papier portait une écriture distincte, des lettres serrées, une inclinaison vers la gauche, un tracé nerveux. À l'époque, personne ne songea à comparer cette écriture avec d'autres documents. Ce n'était qu'un détail secondaire, enfoui sous le poids des interrogatoires. La morgue révéla une vérité glaciale. L'homme avait été frappé à la nuque, un coup sec, probablement avec un objet métallique ou en bois lourd, provoquant une mort quasi instantanée. Pas de résistance, pas de défense, comme si la victime avait fait confiance à celui qui se tenait derrière lui. Un ami, un partenaire d'affaires, peut-être un intime. Mais aucun carnet, aucune note, aucun appel téléphonique dans la chambre ne permit d'identifier un proche ou un ennemi. L'homme avait vécu sa dernière nuit dans le plus grand anonymat. Les policiers cherchèrent à savoir qui il était réellement. Le nom inscrit sur le registre se révéla faux. Les empreintes digitales, relevées mais comparées à des bases limitées, ne correspondaient à rien. Cet inconnu semblait avoir effacé ses traces bien avant de mourir. L'hôtel, pourtant, gardait des fragments de mémoire. Le réceptionniste se souvenait que l'homme avait insisté pour une chambre à l'étage, loin de la rue. Une employée du restaurant affirma qu'il avait commandé un repas simple, qu'il avait mangé lentement, comme absorbé par des pensées obscures. Ces témoignages, bien que précis, n'offraient aucune piste solide. La police explora le passé de l'hôtel. Des dossiers mentionnaient des affaires de contrebande, des rencontres discrètes, des liaisons adultères. Ce lieu n'était pas seulement un passage pour voyageurs, mais un espace où s'échangeaient des secrets, parfois des menaces. Le meurtre pouvait s'inscrire dans un contexte plus large, règlement de compte, trahison, dette jamais réglée. Mais sans identité claire de la victime, toutes les hypothèses restaient suspendues dans le vide. La presse locale s'empara du drame. Les journaux titraient « Meurtre mystérieux dans un hôtel du centre » et décrivaient l'affaire comme un puzzle sans pièces. La population se nourrissait de rumeurs. Certains parlaient d'espionnage, d'autres d'un crime passionnel. Le mystère devint une légende urbaine, entretenue par le silence des autorités, incapable de livrer une conclusion. Dans les cafés, on racontait que l'hôtel était hanté, que la chambre restait fermée, jamais relouée, comme si les murs refusaient d'oublier. Au fil des mois, l'affaire s'enlisa. Les inspecteurs, faute de preuves, classèrent le dossier. La facture manuscrite fut archivée dans une boîte, parmi d'autres pièces à conviction. Les verres, la bouteille, les vêtements du défunt s'empoussiérèrent dans des réserves. Ce qui n'avait pas été compris alors fut condamné à dormir, en attendant un futur incertain. La justice, parfois, s'apparente à une mer immobile, qui garde ses secrets au fond jusqu'à ce qu'un courant soudain les remonte à la surface. Mais derrière l'échec de l'enquête, il restait une impression tenace. Le crime avait été commis avec une froideur méthodique. Pas de colère visible, pas d'hésitation. Un geste précis, puis un départ silencieux. Comme si l'auteur savait exactement comment disparaître sans laisser de traces. Pourtant,
il avait laissé une chose, ce papier griffonné, banal, inutile en apparence. Une trace qui, au moment même, ne signifiait rien. Mais les objets, comme les témoins, savent attendre. Leur vérité patiente dans l'ombre, jusqu'au jour où la lumière les redécouvre. Et ce jour-là viendrait bien plus tard, quand personne ne s'y attendrait plus. Car 30 ans après, un simple détail allait réveiller la mémoire du crime, transformant un fragment de papier en clef tranchante, capable de rouvrir la plaie jamais refermée. 30 années passèrent comme un brouillard épais que rien ne semblait pouvoir dissiper. Le dossier, classé sous la mention « Affaire non résolue », dormait dans les archives, avec des milliers d'autres crimes inachevés, chacun portant la marque d'une défaite silencieuse. Les cartons jaunissaient, les photographies perdaient en leur netteté, et les noms des enquêteurs eux-mêmes s'effaçaient dans la poussière. Pourtant, au sein de la brigade criminelle, certains jeunes officiers développaient une obsession pour ces affaires oubliées. Ils les consultaient comme on lit des romans inachevés, cherchant dans les marges une phrase qui aurait pu changer la fin. En 2020, un projet national fut lancé. Rouvrir les cold cases, appliquer de nouvelles méthodes scientifiques sur les pièces à conviction, confronter les traces anciennes avec les bases de données modernes. Ce fut dans ce contexte que la boîte poussiéreuse contenant la facture de vin, les verres et les vêtements du défunt fut redécouverte. Le hasard voulut qu'un inspecteur stagiaire, fouillant dans les archives pour un exercice, tomba sur le dossier de le Hôtel 1990. Il s'arrêta sur la photographie de la facture. De simples mots, une écriture nerveuse penchée vers la gauche. Quelque chose dans cette graphie le frappa immédiatement. Elle semblait trahir une personnalité plus qu'un simple serveur distrait. Les nouvelles technologies offraient des perspectives inédites. On pouvait désormais comparer une écriture manuscrite avec des milliers d'exemples numérisés, analyser les pressions du stylo, les inclinaisons et identifier des signatures comportementales. L'inspecteur fit scanner la facture, la fit passer par un logiciel d'expertise graphologique. Le résultat fut troublant. L'écriture correspondait à celle d'un individu bien connu dans les bases judiciaires, arrêté plusieurs années plus tard pour une escroquerie. L'homme, aujourd'hui âgé, vivait toujours, libre, convaincu sans doute que son passé ne le rattraperait jamais. Ce lien inattendu ne suffisait pas à l'accuser d'un meurtre, mais il ouvrait une porte que l'histoire croyait scellée. L'équipe de Cold Case convoqua les anciens témoins, encore en vie, rechercha les archives de l'hôtel, aujourd'hui transformé en résidence privée. Le réceptionniste, décédé depuis longtemps, ne pouvait plus parler. Mais une femme de ménage, à la retraite, accepta de raconter de nouveau ce qu'elle avait vu. Sa mémoire, usée mais tenace, se concentra sur un détail oublié. La nuit du meurtre, elle avait croisé un homme sortant précipitamment par l'escalier de service. Un visage nerveux, les mains tachées d'une rougeur qu'elle avait prise pour du vin. Elle n'en avait pas parlé aux policiers, trop effrayée, persuadée que personne ne la croirait. La description qu'elle donna, 30 ans après, correspondait étrangement à l'homme identifié par l'analyse graphologique. La concordance entre un souvenir enfoui et une trace matérielle devint le socle d'une relance officielle de l'enquête. Le suspect, convoqué sous prétexte d'une vérification administrative, se retrouva face à une équipe d'investigateurs décidés. Son écriture, demandée pour un formulaire banal, fut immédiatement comparée à celle de la facture. La similitude était frappante, presque parfaite. Lors de l'interrogatoire, l'homme nia. Il affirma n'avoir jamais mis les pieds dans cet hôtel, ne pas connaître la victime, ignorer tout de l'affaire. Mais les enquêteurs avaient appris, avec les années, à lire les silences plus que les mots. Son regard évitait systématiquement les photographies du corps, comme si l'image d'un passé refoulé menaçait de jaillir. Sa voix tremblait lorsqu'on évoquait la bouteille de vin. Ce n'était pas une simple peur d'être accusé à tort, c'était l'écho d'une mémoire qu'il tentait d'éteindre. Pourtant, sans preuve biologique directe, l'affaire risquait encore de s'effondrer. Les vêtements conservés furent réexaminés. Des techniques modernes permirent d'extraire des microtraces d'ADN, invisibles en 1990. Sur le col de la chemise de la victime, un fragment génétique étranger apparut. Lorsqu'on le compara à l'ADN du suspect, prélevé légalement, la correspondance fut claire. Après 30 ans, le silence du meurtre se brisait enfin. Mais la question demeurait, pourquoi ? Pourquoi cet homme qui n'avait jamais été lié publiquement à des crimes violents aurait-il frappé une victime inconnue dans une chambre d'hôtel ? L'enquête se tourna vers les archives financières, les réseaux de relations, les notes de police des années 80 et 90.
On découvrit que la victime, dont l'identité avait été élucidée grâce à des recherches généalogiques, était en réalité un homme d'affaires impliqué dans des transactions douteuses, notamment dans le commerce du vin. Les factures, les contacts, tout convergea. Il y avait eu des dettes, des tromperies et surtout un contrat jamais honoré. Le suspect, à l'époque, travaillait comme courtier dans l'importation. Il avait tout à perdre dans ce litige. Les indices suggéraient une rencontre organisée à l'hôtel, une discussion qui avait mal tourné, un règlement final. Le coup à la nuque, brutal mais précis, n'était pas un geste de rage incontrôlé. C'était l'acte d'un homme qui voulait en finir rapidement, avant de disparaître. Et dans sa précipitation, il avait laissé derrière lui ce petit papier, griffonné de sa propre main, croyant que personne ne le regarderait jamais. Le procès s'annonçait complexe, car la défense invoquait la faiblesse des souvenirs après tant d'années, le caractère contestable de certaines preuves. Mais la facture, la graphologie, le témoignage tardif et surtout l'ADN formaient une chaîne qu'aucune rhétorique ne pouvait rompre. Ce qui avait commencé comme un simple détail banal devenait la pièce maîtresse d'un puzzle réassemblé. La réouverture de l'affaire frappa l'opinion comme un coup de tonnerre. Les journaux titrèrent « Un meurtre de 1990 résolu grâce à une facture oubliée ». Le public découvrait la puissance de la science, mais aussi la fragilité du temps. Ce qui semblait perdu pouvait resurgir, comme une ombre refusant l'oubli. Dans les cafés, on reparla de l'hôtel, de cette chambre où l'on murmurait encore qu'on entendait des pas la nuit. Les habitants comprirent que les murs n'avaient jamais menti. Ils attendaient seulement que quelqu'un sache les écouter. Et au milieu de ce tumulte, une vérité universelle se dégageait. Aucun crime ne disparaît vraiment. Il suffit d'un papier, d'une encre, d'une écriture mal assurée pour que le passé revienne frapper à la porte. Le meurtrier, croyant avoir enterré son secret, découvrait qu'il avait en réalité signé sa propre condamnation. Une simple facture de vin, posée négligemment sur une table en 1990, se révélait être l'acte d'accusation le plus implacable 30 ans plus tard. Mystère autour de l'ouvrière disparue en 1993, révélé par des empreintes digitales sur une boîte de conserve abandonnée dans une usine fermée. Affaire d'un enfant de 10 ans, retrouvé sans vie en 1985, élucidé grâce à une lettre cachée dans un dictionnaire offert par son instituteur. Meurtre d'une coiffeuse en 2002, résolu 20 ans plus tard par une trace de parfum rare conservée dans les cheveux de la victime. Disparition d'un routier en 1990, expliquée par un ticket de stationnement retrouvé coincé sous le tapis d'une cabine de camion abandonnée. Mystère d'une famille entière disparue en 1968, éclairci par un carnet de notes découvert dans une malle verrouillée d'un grenier oublié. Affaire d'un étudiant disparu en 1994, résolue par une cassette audio retrouvée derrière un radiateur de sa chambre universitaire, scellée depuis des années. Meurtre d'un antiquaire en 1987, élucidé grâce à un reçu d'achat plié dans la doublure d'un manteau vendu aux enchères. Disparition d'une jeune femme en 2001, éclaircie par un collier cassé retrouvé dans la trappe d'un ascenseur d'hôtel abandonné. Mystère d'un couple disparu en 1975, révélé par une photographie Polaroid retrouvée dans la poche d'une veste jetée dans un grenier communal. Affaire d'un notaire assassiné en 1992, démêlée grâce à des traces de cire rouge, restées intactes sur un sceau de contrat falsifié. Disparition d'un médecin de campagne en 1989, élucidé grâce à un carnet de rendez-vous retrouvé derrière une armoire de son cabinet abandonné. Meurtre d'une serveuse en 1996, révélé par une bague gravée coincée dans le siphon rouillé d'un bar démoli des années plus tard. Affaire d'un lycéen disparu en 2003, résolue grâce à un fichier effacé, mais récupéré d'un vieil ordinateur familial conservé à la cave. Mystère d'une institutrice en 1977, éclairci par une clé rouillée découverte dans un mur creux lors de la rénovation de son ancienne école. Disparition d'un musicien en 1991, expliquée par une partition tachée de sang retrouvée dans l'étui de sa guitare revendue aux enchères. Affaire d'un photographe disparu en 1984, élucidée grâce à une pellicule non développée retrouvée dans une boîte métallique rouillée au grenier familial. Meurtre d'un médecin en 1999, révélé par une tache d'encre indélébile sur l'ordonnance falsifiée d'un patient oublié. Disparition d'une adolescente en 1972, éclaircie grâce à une chaussure unique retrouvée derrière le faux plancher d'un bus scolaire abandonné. Mystère d'un facteur en 1988, résolu par une sacoche de lettres restée scellée dans un coffre de gare depuis plus de 30 ans. Affaire d'un couple de voyageurs disparus en 2005, élucidée grâce aux coordonnées GPS enregistrées par erreur dans un ancien téléphone satellite.
Dans les archives judiciaires, certaines affaires semblent sommeiller, mais elles respirent encore, comme des braises recouvertes de cendres, prêtes à s'embraser au moindre souffle de vérité. Celle de l'hôtel en 1990, où le corps de la femme fut retrouvé au petit matin, en est l'exemple le plus déroutant. Après des décennies de silence, l'enquête reprenait vie, portée par une simple facture de vin, jaunie par le temps, exhumée d'un carton oublié. Ce document, insignifiant aux yeux de beaucoup, devenait soudain une arme à double tranchant. Il accusait et révélait. L'écriture tracée à l'encre bleue, nerveuse et anguleuse, était plus qu'un indice, c'était une empreinte vivante, une cicatrice laissée par la main du meurtrier. Les experts graphologues, appelés en renfort, comparèrent impatiemment ces lettres aux documents administratifs de plusieurs suspects de l'époque. Anciens employés de l'hôtel, habitués du bar, voyageurs de passage. Peu à peu, les similitudes se dessinaient, les courbes et les inflexions ne mentaient pas. La facture avait résisté au feu, à l'humidité et aux années pour revenir frapper de plein fouet celui qui avait cru effacer toute trace. Et cette main, aujourd'hui, semblait hurler encore. Dans les coulisses de l'enquête, le climat se faisait lourd. Les policiers, autrefois découragés par l'absence de preuves matérielles, voyaient de maintenant le passé revenir les hanter, comme une ombre qui refusait de se dissoudre. Les anciens témoins furent rappelés, certains vieillissants, d'autres rongés par la maladie. Leurs voix tremblaient, mais leurs souvenirs s'éclairaient à mesure qu'on leur montrait cette facture, ce fragment du passé. Oui, je me rappelle de ce client. Il commandait toujours du vin rouge, mais il n'aimait pas qu'on note son nom. Des fragments de phrases, de simples murmures, mais qui, mis bout à bout, redessinaient un profil. Un homme discret, obsédé par l'alcool, qui s'installait souvent dans le salon feutré de l'hôtel, observant plus qu'il ne parlait. Un témoin se souvint même de son regard, clair, presque translucide, qui semblait sonder les murs comme s'il cherchait à en percer les secrets. Chaque détail accumulé se transformait en fil d'Ariane. On ressortit les carnets de réservation, les registres d'accueil, les archives fiscales de l'établissement. Et soudain, un nom revenait, obstiné, frappant à la porte de la mémoire collective, celui d'un représentant commercial en vin, de passage fréquent dans les années 90. Ironie macabre, c'était lui qui, sans le vouloir, avait signé la facture piégée. Un homme apprécié en surface, affable, capable de parler des cépages pendant des heures, mais dont certains anciens collègues rappelaient des colères soudaines, imprévisibles, comme des éclats de verre. Le dossier prenait une tournure glaçante. L'écriture comparée était la sienne, la facture le trahissait. Mais au-delà du papier, c'était toute une mécanique de mémoire et de justice qui se mettait en marche. L'hôtel, aujourd'hui transformé en immeuble moderne, semblait chuchoter encore son secret. On visita de nouveau ses couloirs, désormais repeints, mais où la nuit, des résidents disaient entendre des pas lents, hésitants, s'arrêtant devant certaines portes comme si le passé frappait encore. Dans ces lieux, chaque marche résonnait comme une sommation. La vérité n'avait pas dit son dernier mot. Et tandis que les enquêteurs affinaient à leur dossier, une question glaçait la salle. Le représentant était-il revenu sur les lieux, après le meurtre, pour vérifier si sa trace avait vraiment disparu? Car certaines anomalies dans les registres laissaient de croire à des visites répétées, des séjours furtifs, presque clandestins. Comme un fantôme hantant son propre crime, incapable de tourner la page. Cette obsession, ce besoin de contrôler le passé, révélait un mécanisme psychologique bien connu. Le criminel, prisonnier de sa propre faute, revient souvent vers l'épicentre de son acte, comme attiré par un aimant invisible. Et c'est là qu'il commet ses plus grandes erreurs. La facture, simple morceau de papier jauni, devenait alors le témoin le plus implacable. Elle avait survécu aux années, aux mains qui avaient voulu l'oublier, aux boîtes poussiéreuses. Elle surgissait comme un revenant pour rappeler que dans l'univers du crime, rien ne se perd, tout s'accumule, jusqu'à ce que la vérité, un jour, trouve le chemin pour sortir de l'ombre. Et cette vérité, désormais, était prête à éclater au grand joug. Dans la salle d'audience, l'air était saturé d'une tension qu'aucun ventilateur ne parvenait à dissiper. Le représentant, cheveux blanchis, costume sombre trop large pour son corps amaigri, prenait place derrière la vitre blindée. Ses mains tremblaient à peine, mais ses yeux, clairs et fixes, semblaient nier l'évidence. Devant lui, sur une table de bois massif, trônait la facture de vin, sous plastique, éclairée par une lampe comme une relique sacrée. Les jurés la contemplaient comme on contemple une preuve divine.
un fragment d'histoire capable de faire basculer un destin. La graphologue, appelée à témoigner, décomposa chaque lettre, chaque courbe, comme on déchiffre une confession invisible. Elle montra les boucles brisées, les angles durs, la pression de l'encre sur le papier, et les compara aux lettres de contrat signées par l'accusé dans les années 90. Les correspondances étaient écrasantes, irréfutables. Le silence se fit lourd, ponctué seulement par le bruit métallique des chaînes de l'horloge fixée au mur, rappelant à chacun que le temps, même lent, ne pardonne jamais. Mais ce qui frappa le plus la salle, ce ne fut pas l'expertise froide des spécialistes. Ce fut la reconstitution émotionnelle du crime, portée par la voix d'un enquêteur vétéran, rappelant les faits avec une précision chirurgicale. La nuit de 1990, l'hôtel plongé dans une semi-obscurité, les couloirs tapissés d'épaisses moquettes qui étouffèrent les pas, et dans l'une des chambres, le cri bref d'une femme étranglée avant qu'il ne disparaisse dans l'épaisseur des murs. Cet instant, figé dans le temps, revenait hanter la salle comme une onde invisible. Certains spectateurs frissonnaient, d'autres détournaient les yeux, mais personne ne pouvait échapper au poids des images qui s'imposaient, brutes et implacables. La défense tenta l'impossible, cherchant à minimiser la facture, à parler d'erreurs administratives, d'une ressemblance fortuite d'écriture. Mais les aînés avaient construit un édifice trop solide. Les témoins, rappelés à la barre, confirmèrent de l'évidence. Le représentant était bien là cette nuit-là. Il buvait, il observait, il rôdait. L'un d'eux, vieilli, la voix chevrotante, raconta même l'avoir vu entrer dans le couloir où la victime fut retrouvée. Je me souviens, sa silhouette, sa démarche rapide, et ce regard, comme s'il ne voulait pas être vu. Ce témoignage, simple et fragile, frappait pourtant comme un coup de tonnerre, car il liait directement l'accusé au théâtre du crime, non plus seulement par l'écriture, mais par la chair et par la mémoire. Dans les bancs, la famille de la victime écoutait, silencieuse, leur visage marqué par 30 ans de cicatrices invisibles. Pour eux, chaque mot prononcé était un fil qui se rompait, un nœud qui se défaisait enfin. Leur douleur, contenue, vibrait dans la salle comme une vérité parallèle, plus forte que toutes les preuves matérielles. La justice, parfois, ne se mesure pas seulement aux archives et aux expertises, mais à ce silence lourd des survivants, à cette attente interminable qui se résout dans un verdict. Lorsque le procureur conclut, il utilisa des mots simples mais implacables. Ce papier, cette facture, n'est pas qu'un bout de mémoire. C'est la voix de la victime qui revient parler. Elle n'a jamais cessé de réclamer justice. La salle retint son souffle, car derrière la rhétorique, il y avait la certitude glaciale que le temps, malgré ses ravages, ne peut effacer la vérité. Il peut la retarder, l'enfouir, mais jamais l'anéantir. Et dans cet instant suspendu, l'image de l'hôtel revenait à tous les esprits. Les couloirs silencieux, le parfum du vin renversé sur la moquette, la lampe vacillante, et l'ombre d'un homme qui croyait pouvoir s'enfuir de son propre crime. Mais la justice, patiente comme la nuit, l'avait attendu. 30 ans durant, elle avait laissé reposer ses preuves, comme un vin enfermé dans une cave, prêt à être débouché le moment venu. Et aujourd'hui, ce moment était arrivé, inévitable, implacable. Le verdict tomba, lourd comme une porte de fer, coupable. La salle se figea. Certains soupirèrent de soulagement, d'autres détournèrent de la tête pour masquer leurs larmes. Le représentant baissa enfin les yeux, comme s'il comprenait que tout, absolument tout, avait été écrit d'avance. La facture, ce fragment de papier, l'avait rattrapé. Et dans ce silence final, une vérité universelle s'imposait. Rien, ni le temps, ni l'oubli, ne peut bâillonner à jamais la voix d'un crime.